Bonjour, bienvenue dans J'ai un problème, le podcast indispensable quand on a tout essayé et qu'on veut avancer. Je suis Rebecca Ricci, coach professionnel. On se retrouve avec Emmanuelle Piquet, autrice, thérapeute et fondatrice des centres à 180 degrés chagrin scolaire. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Rebecca. Alors, nos auditeurs ont écouté Enzo. Et aujourd'hui, on va y revenir. Si on reprend l'histoire, Emmanuel, le père arrive déjà très tendu dans ton cabinet. C'est comme s'il était, heu, sous contrainte. Il te dit que son fils Enzo n'est pas client. Est-ce que tu peux expliquer d'abord dans un premier temps aux gens qui écoutent ce podcast, de quoi on parle avec Palo Alto quand on parle du client? Alors on parle de cette idée qu'au fond, on ne peut pas vouloir plus que la personne qui est en face de nous. Ça, c'est vraiment un postulat très important, pour l'école de Palo Alto et pour d'autres écoles d'ailleurs évidemment. Et en l'occurrence, Nicolas, le papa d'Enzo, il vient poussé par son médecin généraliste, qui a dû prendre une position un peu, à mon avis, un peu haute et autoritaire. C'est ce que j'apprendrai en lui téléphonant, heu parce que, il a vraiment l'impression que ce papa fait des choses qui sont pas exactement productives pour que son fils aille mieux, mais le papa n'en a absolument pas conscience. Donc quand il est dans ma salle d'attente, je le vois déjà dans la salle d'attente, il est, extrêmement, distant, il est au téléphone, il parle très fort, enfin, il montre, en fait, de façon implicite à quel point il est très mécontent d'être ici et moi, il va falloir que ce que la l'école de Palo Alto appelle la clientélisation, il va falloir que je les clientélise, ou en tout cas que je tente de le faire. C'est-à-dire que, je réussisse à le mobiliser sur, un objectif, à atteindre pour que je l'accompagne. Donc c'est pas forcément évident lorsqu'il est aussi peu, mobilisé. OK, et ça veut dire que quand le patient n'est pas client, tu n'y vas pas? Absolument. Mmh. Et comment tu fais pour le clientéliser? Bah, là, en l'occurrence, ce que je ressens, assez rapidement, c'est à quel point ce papa est inquiet, pour son fils. Mmh. Heu, mais lui, il est dans une espèce de vision du monde où il se dit: «C'est mon fils qui a un problème, c'est mon fils qui est un peu pathologique, quoi». Et donc, comme il veut pas venir, je vois pas très bien ce qu'on peut faire et en plus moi, j'y peux rien donc moi, je vais plutôt, tenter de recadrer, cette vision, qu'il a du problème, on va dire, en d'abord en allant chercher sa souffrance. Je pense que c'est vraiment ça souvent qui manque, hein, quand on est face à des patients qui nous impressionnent un peu parce que soit ils sont en position très haute, soit ils sont déjà très en colère, soit ils nous sont très hostiles. Je crois que c'est extrêmement important d'aller chercher ça et donc je lui parle de la souffrance de son fils. Je lui dis à quel point ça doit être douloureux pour lui aussi d'avoir un garçon qui presque refuse de vivre là, hein. Mmh. Et à partir du moment où en effet, cette souffrance-là, il arrive à me la dire, on repart sur autre chose où je lui dis qu'en fait moi sans lui, je crois pas que je vais pouvoir faire, grand chose, mais que je pense qu'il a beaucoup d'importance, pour son fils, quoi. Ouais, d'ailleurs, tu lui dis, peut-être, pourrais-je vous aider à l'aider? Je trouve ça extrêmement habile parce que finalement, c'est à la fois apaisant pour lui, enfin pour lui, pour les conjoints et cetera, quand on y va de cette façon-là. Il y a à la fois une forme de déculpabilisation, je trouve, mais tu vas me dire si je me trompe, et en même temps une coopération qui va être sécurisante puisque, j'imagine que s'il fait comme il fait, c'est qu'il sait pas faire autrement. C'est ça et l'idée vraiment, heu, qu'on expose comme ça, en effet, je peux peut-être, puis-je vous aider à l'aider ou qu'on expose en disant: Ce que je vais vous proposer, c'est de devenir mon cothérapeute. C'est ce qu'on dit souvent, hein, Ouais. hem, c'est intéressant parce que ça prend sa vision que son fils a un problème, parce qu'on lui dit qu'il va être cothérapeute, donc voilà. Et en même temps, ça crée une interaction, en tout cas une vision interactionnelle entre lui et son fils, pour, l'aider à le résoudre. Donc c'est en ce sens-là qu'en effet, c'est très intéressant pour le mobiliser. Mmh. Et d'ailleurs, c'est un peu touchant, il pleure, il dit que enfin, en tout cas, c'était mon hypothèse, on sent qu'il est désarmé, qu'il a peur. Il te dit que son fils parle de suicide, et c'est étonnant ta réponse, et le mouvement que tu fais, c'est, on va aller sur vos émotions à vous, parce qu'elles font partie de la situation. Est-ce qu'il y a un moment de doute pour le thérapeute? Enfin, tu vois, quelqu'un qui amène, la question du suicide, c'est
inquiétant, c'est je sais pas si c'est responsabilisant, mais ce mouvement-là, il est étonnant. Qu'est-ce qui se passe, dans le process ou dans ta tête à ce moment-là? Je pense pas que ce soit exactement lié au suicide. En fait, moi, ma mon intervention sur ses émotions à lui, c'est que je sens qu'il y a une émotion, très forte, chez le fils, hein, puisque voilà, il le décrit de façon, très claire. On sent qu'il y a une tristesse abyssale, mais on sent aussi qu'il y a une hostilité envers son père, une colère envers son père, et je ressens aussi chez le père une colère très forte. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de couches émotionnelles, en fait, dans cette situation et comme, hem, je pense assez rapidement que la colère de ce papa contre Daphné, l'ex-petite amie de son fils, fait partie vraiment de ce cercle vicieux, et que moi je procède toujours par étapes. Je me dis donc c'est cette colère-là déjà dont il faut que je fasse quelque chose parce qu'elle est vraiment, vraiment très elle alimente beaucoup le problème, en fait. Mmh. Tu as peur pour Enzo ou pas? Moi, j'ai toujours peur, pour les adolescents qui sont heu, dans des émotions aussi intenses, mais je trouve que c'est bien que le thérapeute ait peur parce que je pense que le thérapeute a aussi des émotions et qu'il faut qu'il en fasse quelque chose. Il faut pas que cette peur soit submergente parce que si elle est submergente, elle va nous pousser, à faire des choses qui seront absolument pas productives pour les patients. Mmh. Ça arrive que ta peur de thérapeute soit submergente? Bien sûr, quand j'ai l'impression que ma peur de thérapeute est submergente, je me fais superviser. Mmh. Il est question de liberté, en fait, tu sais, dans ton échange avec lui, tu lui dis: «Je vais vous proposer des choses bizarres, vous êtes libre», alors qu'on sait que, il vient sous contrainte. C'est un peu paradoxal. Il y a une espèce en effet de paradoxe où, comme il est là sous contrainte, il faut pas que je rajoute de la contrainte en disant: «Maintenant vous allez faire ça», quoi, parce que sinon, c'est vraiment, vraiment problématique. Il faut vraiment que je le laisse en effet libre de choisir, en fait. Comment tu sais que cette séance, c'est pas une énième tentative de solution? Parce que, pas grand-chose n'a été tenté vis-à-vis de ce père, en fait, hein, en dehors d'Enzo qui s'éloigne de plus en plus, pour l'instant, il personne n'a rien fait auprès de ce père. Lui-même n'a rien tenté de faire pour changer, en fait, puisque lui considère qu'il fait pas partie du problème. Or, une tentative de régulation, ce serait faire plus de la même chose. Pour l'instant, il y a rien eu de fait sur le changement de comportement de ce papa. D'accord, et alors est-ce que, avec Palo Alto, justement, quand il y a pas eu de tentative de régulation, comme toi tu dis, est-ce qu'on y va quand même? Parce qu'il me semblait que ce qu'on regardait, c'était si le client souffrait, s'il avait mis en place des choses pour essayer de changer, pourquoi il venait maintenant? Du coup, théoriquement, en fait, ça donne quoi? La différence ici, c'est que, il n'a rien tenté pour se changer lui-même, pour changer ses propres comportements, ce papa. En revanche, ce qu'il a beaucoup fait, c'est tenter de changer son fils, de changer ce qu'il ressentait, voilà, de changer la façon dont il se comportait, avec, Daphné et avec ce chagrin d'amour. Donc là, il y a eu énormément de tentatives de régulation. Moi, ce qu'il faut que je fasse au départ avec la clientélisation, comme tu l'as, si pertinemment noté, c'est que il faut que je l'amène à considérer que peut-être, on pourrait modifier des choses par rapport à ce qu'il fait avec son fils. Mmh. Pour que son fils aille mieux. Donc Mmh. on est bien d'accord qu'on est quand même sur le même objectif. Lui, je le clientélise en disant: «Peut-être, je peux vous aider à, en partie, contribuer à ce que votre, fils aille mieux», même si vous n'y êtes pas du tout pour 100 hein, des raisons de son mal-être, mais je peux vous aider à faire ça et là, alors on va chercher ce qu'il a déjà tenté de faire pour obtenir ça. Ouais, puis moi je me disais aussi là en t'entendant que, l'objet du soin, c'est la relation, en fait. Comme de Palo Alto ne travaille que sur la relation, Mmh. uniquement. C'est-à-dire que moi, je ne prends pas l'objectif qui est de changer son fils. Jamais je prendrai un objectif, comme ça. En revanche, faire en sorte que la relation s'apaise pour que les émotions de part et d'autre s'apaisent, ça, c'est un objectif, qui est accessible. Mmh. Il valide pas le choix de l'amoureuse, de son fils là, Daphné, qui a 14 ans de plus. On en parle, régulièrement ici que, avoir une intention pour l'autre, vouloir son bien, ce sont des choses qui arrivent très, très souvent dans nos relations, dans la vie. On prescrit à l'autre de faire, du sport, de bien manger, de bien dormir et cetera et cetera. Mais comment on pourrait faire pour aider à prendre conscience que conseiller l'autre, avoir une intention pour lui, c'est presque toujours voué à l'échec?
Je dirais que plus précisément ici, ce qu'il voudrait ce papa, c'est que, heu, Enzo ne ressente pas ce qu'il ressent. Ah donc c'est encore pire que vouloir avoir une intention, qu'il aille bien et cetera. C'est encore plus violent parce que exhorter quelqu'un à ne pas ressentir ce qu'il ressent ou exhorter quelqu'un à ressentir ce qu'il ne ressent pas, c'est extrêmement, terroriste, en fait. C'est-à-dire que, on vient faire intrusion dans l'intimité, de la personne en disant: «Tu ne devrais pas aimer telle personne» ou au contraire: «Tu devrais l'aimer». Ce qui est très, compliqué dans cette situation, dans laquelle se retrouvent beaucoup de parents, hein, c'est que, il y a souffrance. Il y a en effet souffrance. Donc d'une certaine manière, ça leur donne raison. C'est-à-dire que le papa d'Enzo, il me dit: «Mais regardez dans quel état regardez dans quel état elle l'a mis». Enfin, je veux dire, comment un parent peut, ne pas se mettre en garde du corps entre une personne aussi méchante, aussi, voilà, aussi dangereuse, et son enfant. Heu, donc l'idée, c'est vraiment de dire en fait, le fait même de vouloir que votre enfant ressente l'inverse de ce qu'il ressent, fait que paradoxalement, il le ressent encore plus. Avec de surcroît, une colère contre vous parce que vous essayez de lui faire ressentir autre chose. C'est comme ça en fait qu'on va réussir à leur faire comprendre que c'est, absolument néfaste. Ouais, comme quand souvent tu illustres en disant que dire à quelqu'un de se calmer quand il est très énervé et demander d'ailleurs à la personne qui arrive dans ton cabinet: «Est-ce que ça marche?» C'est effectivement un bon moyen de s'apercevoir que non, ça marche pas et ça produit exactement l'inverse de ce qu'on a l'intention de faire. C'est exactement ça, sauf que là, c'est encore plus compliqué parce qu'il lui dit: «Tu devrais ressentir de la colère, tu devrais ressentir de la haine, tu devrais ressentir du désintérêt, heu, pour, heu, pour cette femme». Mmh. Moi j'aime bien dans cette histoire justement que ce garçon-là, Enzo, qui a l'air, presque soumis quand on entend la façon dont son père, le décrit, s'oppose à son père et puisse, presque s'affranchir ou grandir. Hem et du coup, quand, ton son père te raconte qu'il arrête pas de pleurer, presque comme de la convulsion, d'après toi, ce serait quoi le moyen de faire du bien à l'autre quand il est, désespéré? Si on va sur la tristesse, hem et surtout quand on a abîmé la relation, qu'on a coupé le lien. C'est hyper, hyper compliqué, d'autant plus que cette distance, elle se maintient parce que Nicolas est toujours en colère, contre Daphné et contre, cette situation et contre, cette relation et les conséquences qu'elle a. N Enzo, lui, est toujours extrêmement triste par ce chagrin d'amour, colossal. Et il est également très en colère contre, son père, voilà, dont il considère qu'au fond, il n'est pas non plus totalement innocent sur le fait qu'il y ait eu rupture. Ce qui est assez injuste, me semble-t-il, mais il n'empêche que c'est une façon d'exprimer sa colère. Donc déjà, avant toute chose et pour pouvoir faire quoi que ce soit, il faut déjà que la colère de Nicolas s'apaise et une fois que cette colère sera apaisée, alors le mouvement, global, bien entendu, ce sera de dire: «Je comprends à quel point c'est douloureux que cette femme t'ait quitté». Ce qui est l'exact inverse de ce qu'il lui a dit depuis le début. Mmh. Tu raison, c'est comme si en t'entendant, j'ai l'image, d'un éléphant dans la pièce qu'on voudrait pas voir. Sa colère effectivement empêche qu'il puisse se passer quoi que ce soit d'autre, avec son fils sur le plan de la tristesse de son fils. Mmh. Exactement. Mmh. À un moment, il t'explique que Enzo s'isole, qu'il menace et toi, tu retournes à la scène avec ta caméra. Quelle est ton intention? Surtout si on se dit, pour un néophyte, qu'il y a un risque de le culpabiliser? En lui faisant me raconter la scène, tu veux dire? Ouais. Hem, je crois pas que la culpabilité soit une émotion très forte chez Nicolas, donc j'ai pas tellement peur d'en rajouter et puis surtout, moi, je ne sais pas travailler si je n'ai pas des séquences extrêmement concrètes, de ce qui se passe en réalité, parce que si j'ai pas ces séquences, je ne peux pas, identifier quel est le thème des tentatives de régulation dont on a déjà parlé, c'est-à-dire le mouvement dans lequel s'inscrivent toutes les tentatives de ce papa pour faire en sorte que son fils aille mieux. Si je ne les ai pas concrètement et là, en fait, je fais appel à
à ses souvenirs, je fais pas appel à une quelconque analyse de sa part, hein. Je lui dis: «Moi, j'ai besoin de vraiment être comme une caméra sur votre épaule». Je dis souvent ça à mes patients ou une caméra dans votre tête, hein, peu importe, pour, en effet, bien comprendre exactement ce que vous faites et quels résultats vous obtenez. Mmh. Alors c'est marrant parce que finalement depuis le début de cet échange, je t'entends, faire le diague des émotions. C'est-à-dire que on a parlé de la colère, en fait, tu as identifié que la colère de Nicolas prenait plus de place là, en tout cas, que, la tristesse d'Enzo. Là, tu dis que la culpabilité est pas si forte. Hem, c'est quoi la compétence ou le talent ou le savoir-faire, enfin, de cette identification de ce qu'est l'émotion de la personne qui est dans le fauteuil d'en face? C'est compliqué parce que, on est encore sur une génération, la génération de Nicolas, où les gens ne savent pas tellement, définir leurs émotions. Donc ils savent pas non plus les exprimer, mais ça, voilà. Mais ils ne savent pas forcément les définir. Hem, c'est vraiment justement en ayant des séquences extrêmement, claires avec, comme questionnement, aussi qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là et qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là et qu'est-ce qui monte à ce moment-là, à l'intérieur de vous. Je reviens sur une chose, je ne dis pas que la colère de Nicolas est plus forte que celle que la tristesse d'Enzo, hein. Je dis que la colère de Nicolas l'empêche d'accueillir la tristesse d'Enzo. Parce que la tristesse d'Enzo, elle est absolument abyssale, hein, mais l'accueil est empêché par, cette colère et en fait, ce qui est très intéressant, je trouve, dans cette, thérapie, spécifiquement, c'est que, il y a à la fois donc, la colère de Nicolas, à la fois la tristesse d'Enzo, en effet, mais à la fois la colère d'Enzo. Donc tout ça, crée quelque chose de profondément, intense et qui explique, de mon point de vue, heu, le fait que comme c'est pas traité, ça s'aggrave, en fait et c'est très inquiétant. Mais ça veut dire que quand tu es dans ton siège de thérapeute, que tu reçois, Nicolas, ces émotions-là que tu identifies, passer, s'inscrire, enfin en tout cas être dans le cloud de votre échange, tu te les écris quelque part et tu les évalues? Alors, moi, en fait, je fais toujours un schéma, en fait, interactionnel, ce qu'on appelle le schéma interactionnel pour, en effet, bien placer les émotions au bon endroit, en effet, les évaluer en mettant plus, plus ou voilà, pour pouvoir, avoir accès immédiatement, à ça parce que dans ce cas-là, précisément et dans beaucoup de cas, pas dans tous, hein, mais dans ce cas-là, c'est vraiment, l'amplificateur de toute la problématique. OK, c'est très intéressant. En fait, ce que tu dis, là, en tout cas, ce que tu viens de dire, c'est que, je vois bien le schéma, c'est l'individu avec, sa vision du monde, son système pertinent, c'est ça, ses boucles interactionnelles. Mais ce que tu dis en plus, c'est que tu mets les émotions dans tes flèches qui mènent, aux autres et tu les cotes en plus, 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 plus ou c'est ça? Oui, alors c'est pas, des flèches qui vont aux autres, c'est des flèches qui viennent à l'individu, en fait, hein. C'est-à-dire, c'est vraiment très interne l'émotion. Ça vient, c'est une colère, une tristesse et puis ensuite la flèche qui va vers, Enzo, c'est plutôt qu'est-ce que fait faire cette colère à Nicolas et qui génère chez Enzo une émotion, interne qui est, de la colère et voilà et la tristesse continue à être, alimentée de ce fait. Voilà, donc vraiment c'est comment à l'intérieur, en effet, dans le schéma, il y a des choses qui se passent. Je l'ai évoqué tout à l'heure là, cette métaphore que tu prends qui est extrêmement puissante, sur, quand vous êtes en colère, et que je viens de vous dire de vous calmer, est-ce que ça marche? Ce que je me disais, c'est OK, une fois qu'on a dit ça, c'est très parlant et c'est très évident, mais ton client ou ton patient, il sait pas comment faire autrement, et c'est peut-être, une perte plus grande encore que de savoir faire ce qu'on maîtrise, en fait, ce qu'on a l'habitude de faire. Alors, en fait, la question ici, c'est, qui va être posée de façon très, heu, très claire, c'est de dire, je pense que le paradoxe aussi, c'est que Nicolas, il essaye quand même de taire un peu sa colère, ces derniers temps pour pas, parce qu'il sent bien que ça met, Enzo dans un état, second donc, lui, il est en train de beaucoup essayer de faire taire cette colère. Hem et du coup, je crois que vraiment le premier pas pour ça, pour éviter de faire des choses qui aggravent et notamment de demander à l'autre de ressentir autre chose ce qu'il ressent, c'est soi-même de savoir faire avec ce qu'on ressent.
C'est la raison pour laquelle je vais demander, dans un premier temps à Nicolas de pouvoir, d'une certaine manière poser cette colère, à un endroit qui soit pas l'endroit de la relation avec son fils, pour qu'ensuite il puisse, faire des choses différentes. Parce que tant que cette colère est là, en effet, tu as raison, il ne pourra pas s'empêcher, d'essayer de ramener, son fils à des émotions, qui selon lui plus adéquates. Ce que tu dis, en fait, presque, pour quelqu'un qui ferait pas du Palo Alto, mais qui ferait de l'accompagnement, genre coaching, enfin ou autre, ça pourrait se traduire en pour que vous puissiez aider Enzo à gérer ses propres émotions, on va commencer par vous apprendre à vous, à gérer les vôtres et après vous serez compétent pour aller travailler sur les émotions de votre fils. Alors compétent, je ne sais pas, parce que ça va demander, comme tu disais, d'autres compétences, mais en tout cas, ça fera un terrain émotionnel qui lui permettra de le faire. Ouais et ça, c'est entendable parce que j'imagine que sur la question de nos propres émotions, dans cet espace-là thérapeutique, il y a pas de déni à proprement parler de ce qu'on fait comme expérience intérieure. OK et c'est est-ce que d'ailleurs ça, le fait d'aller travailler à l'endroit de sa propre colère, ça pourrait être une expérience, émotionnelle correctrice? Absolument, mais d'ailleurs, il le décrit assez bien, hein, il dit: «Je déteste écrire, mais je dois avouer qu'en effet, j'ai fait 5 lettres, je crois», me dit-il. «J'ai écrit 5 lettres de colère contre, Daphné la sorcière». Et je préfère ne pas lire le contenu de ces lettres parce qu'à mon avis, ça devait être, fleuri, connaissant Nicolas. Et il fait cette expérience émotionnelle, tu as parfaitement raison, correctrice, que, en effet, quand on laisse, une place à l'intérieur de soi, au fond, à cette colère, et bien, elle devient moins brûlante. Mmh. J'avais une autre question, parce qu'il est beaucoup donc cette histoire, elle est vraiment on pourrait penser que c'est uniquement, une histoire de conflit, de vision du monde entre le père et le fils et tout se recentre autour des émotions. J'en voilà, dans mes pratiques pro, j'ai beaucoup de demandes, en lien avec la question des émotions et notamment, beaucoup d'expressions de souffrance. Tu racontes qu'il pleure, quand lui raconte son fils et les convulsions, c'est aussi un peu saisissant. Hem et moi, je me rends compte que les gens que je vois dans la vie professionnelle sont très embarrassés, mal à l'aise, notamment les managers, pour gérer la question de l'émotion de l'autre. C'est ce que tu racontes là aussi avec ce père et l'histoire de son fils. Hem, J'imagine que statistiquement, tes thérapeutes, les gens que tu formes, ils arrivent pas nécessairement habiles sur la question de, être confrontés à l'émotion de l'autre. Comment comment tu aides? Comment tu apprends? Comment tu transmets autour de ce sujet? Alors je crois que la meilleure façon de transmettre sur ce sujet, en effet, si particulier Heu et si impressionnant au fond, par exemple, voilà, je veux dire être, en cabinet, et avoir en face de soi un patient qui fait une attaque de panique, c'est vraiment quelque chose qui peut être très impressionnant. Hem Et je pense que donc la meilleure façon de transmettre ça, c'est de les mettre en situation, par des jeux de rôle, en fait. Parce que c'est là qu'en effet, on se rend compte de, ce qu'on peut mobiliser ou pas, de ce qu'on peut faire pour parvenir à mobiliser, un certain nombre de choses qui peuvent être aidantes. Et vraiment, je ne vois pas comment on peut faire autrement pour transmettre ça. Mmh. Est-ce que ça veut dire que quand tu fais tes sélections d'étudiants, ce que tu sens de la fibre, émotionnelle ou pas, est un élément, déterminant? Moi, je sélectionne mes étudiants sur, leur motivation, et sur, leur capacité à s'investir, dans une formation qui est pas forcément simple, ni au niveau, intellectuel, ni au niveau émotionnel, en effet. Mais je leur fais plutôt confiance, parce que je pense que vraiment, c'est quelque chose qui peut s'acquérir, avec une formation rigoureuse. Donc moi, je dirais que quand il y a l'envie d'apprendre et de s'investir, ça suffit en fait pour moi. Mmh. Maint Il y a des gens qui ont cette fibre-là très forte, donc une fibre, très empathique, voilà, qui leur permet d'être, voilà, très, très en accueil, voilà, en écoute et cetera. Mais avec souvent,
des qualités, stratégiques, donc plus réflexives, qui sont moins fortes. Et puis il y a des gens qui sont très bons dans la stratégie, dans la réflexion, et puis qui sont beaucoup moins bons, au niveau de l'accueil. En fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce métier, mais comme dans le tien, c'est qu'au fond, ce sont des qualités complémentaires que ça demande. Mmh. Et c'est difficile de se compléter. On préfère rester sur ses qualités initiales, c'est logique, hein. Et puis d'ailleurs, il y a des gens, voilà, qui passent des vies tout à fait formidables en étant que sur leurs qualités initiales. Mais ce métier-là, souvent, demande 2 qualités pratiquement opposées. Et par ailleurs, je pense que ça demande l'accueil des émotions de quelqu'un, aussi bien de l'empathie que de la stratégie. C'est vraiment les 2 qualités que ça demande. J'avoue que quand j'ai commencé à apprendre sur ce sujet, cette mise en commun, là, cette espèce de danse entre, la stratégie et l'empathie et l'empathie stratégique même, qui est quand même, une notion tout à fait nouvelle, heu, c'est un c'est un pas de côté à faire, c'est un apprentissage, qui met un peu de temps à infuser. Absolument. Tu sais, tu lui fais sa première prescription de tâches, tu lui prescris des lettres de colère. Tu peux chaque jour, tu lui dis de rédiger une lettre de colère avec une totale liberté d'ailleurs. Tu peux nous raconter l'hypothèse de ce que dit Palo Alto qui se passe pour le patient quand il fait ça? Eh bien, au lieu de, comme je le disais, réprimer sa colère pour pas rajouter de l'huile sur le feu dans la relation avec, son fils, mais ce qui fait qu'il y a des bouffées de colère qui sortent à certains moments, donc en fait, ça n'est pas du tout efficace. On va laisser une place, à cette colère. Ce que je trouve intéressant dans la lettre de colère, dans ce cas précis, puisque des fois c'est pas du tout, adapté, mais dans ce cas précis, c'est que vraiment il faut qu'il s'adresse à la bonne interlocutrice. C'est pour ça que c'est extrêmement important qu'il commence sa lettre par Daphné virgule, et là qu'il balance tout ce qu'il lui reproche, tout ce qu'il a sur le cœur, tout ce qu'il trouve ignoble chez elle. Parce que, bah, voilà, il peut le faire, en sécurité, puisque au fond cette lettre ne sera lue par personne. Et donc, ça fait cesser un combat à l'intérieur de lui, tout simplement. OK, très intéressant. C'est ça le but en fait, c'est d'apaiser, de faire cesser, cette espèce de rumination qu'il a, de colère qui se représente à chaque fois, c'est ça? Et puis c'est de faire cesser surtout l'envie d'atténuer cette colère qui fonctionne pas. C'est-à-dire que moi je trouve que souvent, ce qu'on fait nous en thérapie brève, avec l'école de Palo Alto, c'est d'aider les gens à cesser de 20 combats. C'est vraiment quelque chose de très fréquent. Et donc c'est soit un combat à l'intérieur de soi, donc il faut pas trop que j'exprime ma colère parce que sinon Enzo, va être mal. Ça peut être, des combats, à l'extérieur, il faut vraiment que je fasse en sorte que Enzo, n'aime plus cette fille. Mais souvent, ce sont des combats, et dans cette histoire-là, vraiment, c'est des combats, internes, externes, dans tous les sens. Et ce qui est intéressant par rapport à d'autres, approches, c'est que ça se fait pas par le canal logique, «Tu devrais pas, ça sert à rien» et cetera, mais ça se fait vraiment par, la preuve, l'expérience faite, individuelle que ça ne produit rien. Exactement. En deuxième tâche, tu lui donnes une tâche d'observation, tu lui demandes de noter sur un carnet, toutes les fois où il demande à son fils de ne pas sentir ce qu'il ressent. Je me demandais, et notamment comme tu le décris, comme quelqu'un d'un peu colérique et cetera, je me disais: «Mais s'il a que des angles morts, comment il est en capacité de s'auto-observer, et d'être, au bon endroit de ce genre de tâche?» Comment tu es sûre? Je ne suis jamais sûre, mais ce qui est certain, tu as raison, c'est qu'il est, entouré d'angles morts, en fait, pour toutes les raisons qu'on a vues jusque-là. Heu, mais le fait même, de lui dire que ce serait bien qu'il observe toutes les fois où, il dit ça à son fils, ça crée quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'il y avait pas avant. Là, après lui avoir montré à quel point tout ça était inopérant, hein, parce que c'est quand même ce qui s'est passé pendant toute la séance, je vais lui demander d'observer le moment où il fait ça, ce Mmh. dont c'était inefficace et aggravant. Et donc, au de facto, et c'est vraiment ça que je trouve très intéressant dans cette tâche, de facto, je le mets face à un choix. C'est-à-dire que: «Je vous ai dit, monsieur, à quel point tout cela était, à mon avis, très improductif. Maintenant, je vous laisse le choix de décider au moment où, vous avez envie de faire ça, si vous le faites ou si vous ne le faites pas». Et ça, c'est très puissant parce que c'est très responsabilisant, et c'est pas prescriptif. C'est pas: «Vous allez arrêter de faire ça». C'est: «Vous allez observer ce qui se passe quand vous faites ça».
Et ça, pour quelqu'un qui a besoin d'autonomie, qui a pas du tout envie d'être, drivé, c'est vraiment une tâche, adéquate. C'est marrant quand je t'entends là, ce qui me vient, c'est quelque chose comme si tu lui avais fait la preuve qu'il était l'artisan de son propre malheur et que maintenant que la preuve est faite, tu dis: «Voilà, tu as envie encore? Choisis ou ne choisis pas», mais ce truc de: «Je suis l'artisan de ma problématique et je peux donc agir dans un sens ou dans l'autre», c'est presque comme, 1 + 1 font 2 quoi. C'est ça, et la tâche en plus, peut être présentée comme, c'est pas le cas ici, mais c'est souvent, comme ça que je la présente, comme, hem: «J'ai cette intuition, mais nous allons la vérifier ensemble». Et donc c'est encore une fois, une tâche qui va amener des preuves, des feedbacks, qui prouvent l'inefficacité de ce qu'on met en place. J'ai été étonnée dans cette histoire, tu parles de système, enfin, à un moment quand tu parles avec lui, tu lui parles de système, de relations et cetera. Ta sémantique, elle est très palo-altienne. Est-ce qu'il arrive que tes clients comprennent pas? Parce qu'un système, je trouve que quand on n'a jamais fait de systémique, c'est troublant. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir de la demande, un peu pédagogique, de réexpliquer ce que tu dis et cetera? Ça m'arrive assez peu parce que je pense que je me calibre plutôt, heu, au vocabulaire, de mes patients, mais ça peut m'arriver, évidemment, et dans ce cas-là, je réexplique. Dans la mesure où je ne crois pas faire de séance, moi, sans au moins 3-4 métaphores, la plupart du temps, la métaphore est extrêmement explicative. Mmh. Comment tu sais qu'il est mûr, vraiment qu'il est à point, pour tester le mouvement stratégique que tu l'invites à faire avec son fils? Quand tu lui dis, la phrase ultime là: «Si Daphné, changeait d'avis», alors ça c'est absolument truculent et cetera. Comment je sais pas, est-ce que tu as des indicateurs un peu objectifs qui te disent, «Bon là il est prêt»? Alors d'abord, nous avons une excellente alliance, hein, c'est-à-dire que nous nous estimons beaucoup l'un l'autre. Tous les 2 avec notre côté un peu bourru, en fait, mais il y a quelque chose qui match, donc je sais qu'il me fait totalement confiance. Je le sens, ça c'est pas, c'est voilà, et puis d'autant plus que je pense que si, s'il ne le fait pas, c'est que c'est pas le moment, mais au moins j'aurais fait jamais cette possibilité, chez lui. Moi, je fais beaucoup confiance à l'écologie de nos patients, c'est-à-dire que l'écologie qu'ils ont, je veux dire, vis-à-vis d'eux-mêmes, le respect écologique qu'ils ont vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est-à-dire que s'ils ne le sentent pas parce que c'est pas le bon moment, ou parce que voilà, par exemple, en matière de harcèlement, un enfant considère que cette stratégie qu'on lui a proposée est trop dangereuse, tout simplement, ils ne le font pas. Donc je ne suis pas inquiète. Moi, je propose parce que je sais que c'est là qu'il faut qu'il aille à terme. Je sais qu'il va hurler, mais ça me voilà, je le préviens d'ailleurs, j'anticipe le fait qu'il va être extrêmement mécontent. Mais c'est une thérapie très souriante, en fait, hein. Donc heu, donc je ne sais pas s'il est prêt ou pas. Ce que je sais, c'est qu'il est prêt à l'entendre. Ah ouais, alors ça c'est très intéressant comme distinction. Je trouve que c'est, sécurisant ou rassurant presque pour le thérapeute. Je ne sais pas s'il est prêt à le faire, mais en tout cas, je sais qu'il est prêt à l'entendre et donc on retourne à la question de l'alliance entre ton patient et toi. Est-ce qu'au Oui. démarrage, en fait, quand tu vois son père, parce qu'il n'est pas question d'Enzo, tu as l'intention de clientéliser Enzo? Pas du tout. Mon intention n'est pas du tout de clientéliser, Enzo dans un premier temps, parce que c'est vrai que, moi, je me focalise là vraiment sur, Nicolas, parce que je pense qu'il peut faire des choses tout à fait intéressantes déjà, et c'est vraiment mon obsession, hein, c'est de faire en sorte que cette relation, hem, soit, raccommodée d'une certaine manière. Parce que s'il y a une chose dont je suis certaine, c'est que quand un enfant, jeune, moins jeune, est en chagrin d'amour, le lien qui fait le plus de bien, c'est celui des parents quand il est là. Mmh. Joli. On va terminer sur ces belles paroles. Est-ce qu'il y a une question, Emmanuel, que je ne t'ai pas posée autour Mmh. de cette histoire? Non, vraiment pas. Je pense qu'on a vraiment fait le tour. Merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouve dans une prochaine histoire et puis après dans un prochain décryptage.